Alors bonjour et merci à Sophie et à toutes les personnes qui ont organisé cette journée, ainsi qu'à vous qui vous êtes déplacés. Je m'appelle Josiane Barrette-Morin et je suis facilitatrice en éthique biomédicale. Alors je viens de terminer cette année la coordination d'un fabuleux projet de recherche-création sur la sociabilité du sommeil et je suis maintenant au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vais stimuler votre imagination avec des questions sur le thème du rêve que je vais trier en trois catégories. Avant le rêve, pendant le rêve et après le rêve. Ce tri en trois temps s'impose d'une part parce que toutes les questions ne se posent pas au même moment et d'autre part parce qu'il existe un clivage cognitif entre le fait d'anticiper une expérience, le fait de la vivre et le fait de se la remémorer. Fait que j'y vais avec un premier exemple de question qui se pose avant le rêve, dans l'anticipation du rêve. Une nouvelle technologie ou un nouveau médicament vise à éliminer les cauchemars chez les personnes qui ont vécu un traumatisme. Les personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme devraient-elles également avoir le droit d'utiliser cette technologie ou ce médicament? La question se pose avant parce qu'on consulte pour un trouble de cauchemar alors qu'on est encore en état d'éveil et la prise d'un médicament se fait habituellement avant de se coucher. On continue avec un deuxième exemple. Un participant à une télé-réalité cède tous les droits d'utilisation de son nom, de son image et du contenu qu'il génère à la production. La production peut-elle diffuser des scènes dans lesquelles le participant parle dans son sommeil sans s'en rendre compte? Là, je dépose cette anecdote directement inspirée d'Occupation double ici parce qu'on a la chance d'avoir Chloé avec nous qui s'intéresse justement au monde onirique vu à travers le somnambulisme. Et là, j'en rajoute une couche. Peut-on consentir pleinement et de manière éclairée à la révélation des informations inconscientes contenues dans nos rêves dans le cadre d'une neuroimagerie? Bref, on est encore dans avant le rêve parce qu'on prend connaissance des clauses, on s'assure de les comprendre et on signe les formulaires de consentement alors qu'on est en mesure de prendre des décisions éclairées. Pendant le rêve, ça représente l'expérience en soi, la fonction primaire du rêve, donc le rêve pour le rêve. Ceux et celles qui ont visionné l'épisode des Aventures du pharmacien avec Claudia et Chloé s'en souviennent peut-être. Le premier exemple de question, le philosophe et mathématicien René Descartes est connu pour se l'être posé devant son foyer. Comment être certain que je ne suis pas en train de rêver en ce moment même? Peut-être que le rêve tel que je le conçois n'est qu'un rêve dans un rêve et que ma réalité n'est qu'une illusion. Plus fertile encore pour la délibération éthique, si j'en venais à découvrir hors de tout doute que je rêve en ce moment, est-ce que je pourrais faire tout ce que je veux? Ou pour faire un lien avec la présentation de Claudia, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans les rêves lucides? L'approche conséquentialiste voudrait que si personne n'est vraiment blessé au final, il n'y a pas de problème. Le psychologue des religions Kelly Bulkeley, membre de l'IASD d'ailleurs, nous soumet que penser comme ça équivaudrait à réduire le rêve à une espèce de jeu vidéo sans conséquences réelles ou à une zone virtuelle de notre existence où la moralité n'aurait pas d'emprise. Mais je me doute que si vous êtes ici, vous croyez probablement, comme lui et comme moi, que les rêves sont beaucoup plus que ça et qu'ils ont des dimensions irréductibles qui viennent vraiment nous toucher dans notre humanité. Encore pendant le rêve ou dans l'ici et maintenant, comme dirait Monique, c'est un temps qui est un peu plus instable parce qu'à moins d'être des pros du rêve lucide et d'être capable de se poser des questions cohérentes sur nos responsabilités pendant qu'on rêve, les retombées vont plutôt relever de l'interprétation après le rêve. Dépendamment de si on consigne notre rêve par écrit dans notre journal des rêves, comme Nicole nous conseille de le faire, ou de si on raconte notre rêve à un proche versus à notre psychothérapeute, on va peut-être retenir différents détails du rêve et en passer d'autres sous silence. Pour citer le personnage principal du film Land of Dreams,
Le rêve cesse d'être un rêve dès qu'on se réveille et qu'on s'en souvient. Il se transforme alors en histoire. Un autre point de vue serait celui du philosophe Norman Malcolm, pour qui les rêves ne deviennent que des vrais rêves via l'impression qu'ils nous laissent au réveil. C'est vrai qu'avec notre même regard conséquentialiste, le rêve peut être investi de qualités éthiques positives. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs personnes rêvaient qu'elles oubliaient de porter leur masque en public. Si cela leur a permis de se rappeler de porter leur masque en public et donc d'adopter un comportement éthique au réveil, on peut dire que c'est une conséquence gagnante. Mais ce n'est pas non plus pour dire qu'on ne se pose pas de questions pendant qu'on rêve et qu'on ne fait pas des choix dans nos rêves. Donc, pensons à une personne mariée qui refuserait des avances en rêve parce qu'elle se souviendrait même dans son rêve qu'elle est mariée dans sa réalité diurne. Donc ça, c'est un phénomène qui existe, bien entendu. Et ça m'amène au troisième et dernier temps après le rêve. La remémoration, qui est aussi la fonction secondaire du rêve, c'est là qu'on interprète et qu'on attribue du sens au rêve. Une personne a rêvé qu'elle posait des gestes immoraux. Elle sait qu'elle n'a jamais posé de tels gestes auparavant et que poser de tels gestes ne lui ressemblerait pas. Devrait-elle quand même se sentir coupable? Est-elle moins vertueuse qu'une personne qui fait jamais ce type de rêve? Selon saint Augustin, le rêve est un espace où nous n'avons pas d'agentivité à proprement parler, donc nous ne sommes ni moralement responsables ni imputables de leur contenu. J'en rajoute, devrait-on appeler cauchemar un rêve dans lequel on pose des gestes immoraux ou tabous? Appartient-il aux philosophes de répondre à ces questions? Aux psychologues? Quel code déontologique encadre ou devrait encadrer l'interprétation des rêves? On peut déjà penser à des sources possibles d'une bonne éthique de l'interprétation des rêves, comme le Code de déontologie des psychologues en vigueur au Québec et le Guide sur l'éthique de l'IASD. Jusqu'ici, nous avons compris que depuis toujours, des questions plus ou moins complexes se posent sur le thème du rêve. Nous avons vu que certaines se posent avant le rêve, que d'autres se posent pendant le rêve et que d'autres encore se posent après. Tournons maintenant la page et amorçons notre réflexion éthique. Je vous explique tout de suite la méthode que j'utilise, fortement inspirée de la casuistique, si on veut le terme technique, mais c'est pas la seule façon de procéder, sauf que c'est un très bon début et c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder avec vous et utiliser par la suite. Les étapes. Je me familiarise d'abord avec les principales approches en éthique. Ensuite, j'identifie des parties prenantes, des principes et des valeurs qui entrent sûrement en conflit, ce qui est la condition nécessaire pour dire qu'on se trouve réellement devant un dilemme éthique. Je me réfère à des situations similaires. Et si j'étais avocate, je parlerais de jurisprudence pour mettre de la chair autour de l'os. Puis finalement, est-ce que j'ai pensé à tout le monde? Est-ce que d'autres perspectives viennent créer un impasse qui me dit de revenir sur mes pas pour rectifier certaines choses? La première étape étant de me familiariser avec des approches. Je vous en présente quelques-unes. Je vous décris chacune très vite. Les deux premières, j'en ai brièvement parlé. Le conséquentialisme. Donc, on juge de la moralité d'un acte, on tient compte de son résultat, parfois sans considérer l'intention ou le raisonnement derrière. Le déontologisme, pour agir moralement, donc dans ce cas-là, on s'assure que nos droits et que ceux des autres sont respectés et on accomplit nos devoirs avec diligence. On a des responsabilités sociales et civiles et à cela s'ajoutent nos codes de déontologie, souvent régis par nos ordres professionnels. L'utilitarisme, à ce moment-là, on dit d'une issue qu'elle est morale lorsqu'elle s'avère utile et positive pour le plus grand nombre de personnes.
L'éthique de la vertu, on se préoccupe de bâtir notre identité en posant des gestes vertueux, donc honnêtes, courageux et empathiques, de façon répétée. Et ça forge notre caractère à la longue. On a aussi l'éthique selon Kant, donc le fait de considérer les êtres humains comme étant des fins en soi, jamais des moyens pour atteindre une fin. C'est essentiel à ce moment-là pour déclarer qu'un acte est moral. Je vais me servir de la question là, de la nouvelle technologie ou du médicament pour montrer ce que ça donnerait si on l'approchait avec l'utilitarisme, admettons. Je vous la relis. Une nouvelle technologie ou un nouveau médicament vise à éliminer les cauchemars chez les personnes qui ont vécu un traumatisme. Les personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme devraient-elles également avoir le droit d'utiliser cette technologie ou ce médicament? D'abord, on vise présumément à éliminer les cauchemars parce qu'ils causent une souffrance évitable. Et éliminer complètement les cauchemars, pas seulement chez les personnes qui ont vécu un traumatisme, est égal à atteindre une issue positive et utile pour le plus grand nombre. Donc, je répondrais oui, tout le monde devrait avoir le droit. Mais c'est rarement aussi simple que ça. Ma réflexion doit continuer. Je passe à la deuxième étape, identifier des parties prenantes, des principes et des valeurs qui entrent en conflit. Pour identifier les parties prenantes, je me demande qui est concerné, qui est explicitement mentionné dans la question de base, qui est une partie prenante cachée et qui gagne quoi. Pour ce qui est des principes, je recherche des aspects qui parlent d'autonomie, de bienfaisance, d'évitement de la souffrance, de justice épistémique, sociale, etc. Pour les valeurs, je recherche des choses auxquelles les gens tiennent, comme le respect, la vérité, la liberté, la solidarité. J'ai déjà deux parties prenantes évidentes. Les personnes qui ont vécu un traumatisme, j'imagine des vétérans, des gens qui ont vécu des chocs et des abus de tout acabit. Et de l'autre côté, les personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme. Il y a aussi comme partie cachée les pharmaceutiques qui veulent vendre le plus possible, les compagnies qui souscrivent trop souvent à l'impératif technologique, dépendamment si on parlait d'un médicament ou d'une technologie. Qu'est-ce que c'est l'impératif technologique? Je vous lis la définition. C'est une propension à utiliser une technologie susceptible d'offrir un certain avantage, si minime ou hypothétique soit-il, fondé sur une fascination sans bornes pour la technologie, sur le culte de la nouveauté ou sur des intérêts financiers ou professionnels. Puis je vous dis ça en connaissance de cause parce que je sais qu'Anthony vous présentera des côtés beaucoup plus reluisants des technologies et de l'ingénierie du rêve plus tard. Principes et valeurs, déjà avec le mot également, je me doute qu'il y a un souci d'égalité. Avec le mot droit, je me doute qu'il y a un souci de justice, quoique je tiens à mentionner que ce qui est légal et ce qui est éthique, ça peut être deux choses différentes. En plus, je suis sûre que si la question se pose, c'est parce qu'il y a un souci de s'entraider pour se soigner. Et ça me semble de plus en plus clair, toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes intérêts. Peut-être que les personnes qui mettent en marché les technologies et les médicaments sont pas tant intéressées par la bienfaisance que par le profit ou par l'innovation à tout prix, comme on a vu. Peut-être aussi qu'il y aurait d'autres façons de régler le problème des personnes qui font des cauchemars et qui ont vécu des traumatismes, comme la prévention des traumatismes tout court, ou l'art-thérapie, la psychothérapie. C'est correct d'user de créativité pour élargir l'horizon de la question en considérant ce qui n'est pas nommé non plus. C'est maintenant le temps de voir si des situations similaires existent déjà pour que je m'en inspire. Et en effet, j'ai trouvé le cas du Ritalin, un médicament qui aide entre autres à gérer la narcolepsie, qui est un trouble du sommeil au même titre que les cauchemars. Ce que le neuroéthicien Eric Racine dit dans Le Soleil, c'est qu'il y a des effets secondaires néfastes qui peuvent être associés à la prise de médicaments qui ont été développés pour gérer un trouble dont on ne souffre pas soi-même. C'est une approche risque versus bénéfice.
Un autre danger, c'est que plus on se fie à des médicaments pour gérer un problème, plus le filet social est délaissé et moins il est au rendez-vous. Exactement comme la professeure en sociologie et en histoire de la santé, Joanne Collin, le mentionnait dans le Devoir cette semaine encore. L'idée ici n'est pas de porter un jugement moral sur l'usage de médicaments à des fins autres que thérapeutiques. Il s'agit cependant de constater que tant que nous procédons à des micro-manipulations pour répondre à des exigences sans cesse croissantes, nous nous adaptons en tant qu'individus sans chercher à transformer les structures qui font pression sur nous, sans remettre en question la quête de performance et de dépassement de nos limites qui devient nécessaire simplement pour, en guillemets, rester dans la course. Il nous restait un dernier risque à voir, celui de désavantager encore plus les personnes qui arrivent déjà dans la course avec un désavantage. Une personne qui vit avec un trouble du sommeil, que ce soit la narcolepsie ou les cauchemars, ne pourrait peut-être pas être présente de corps et d'esprit à tous ses cours à l'école ou au travail ou en famille sans l'aide du Ritalin ou d'autres médicaments, alors que la personne qui consomme pour être plus performante veut, à un certain égard, avancer son propre privilège. Donc, selon cette logique, la personne qui vit avec un trouble pourrait avoir plus de mal à rattraper, entre guillemets, celle qui a le privilège de ne pas vivre avec les mêmes défis. En gros, remédier à ça va forcément engager des solutions sociales. Et en aparté, j'ai demandé à ChatGPT de faire l'analyse que je viens de faire et il a seulement vu la pharmacovigilance, qui a pour objet la surveillance des risques, des effets indésirables qui résultent de l'utilisation de médicaments. Mais ChatGPT n'a pas vu l'aspect du filet social. Il ne m'a pas parlé de travailler ensemble à éviter les traumatismes à la base, ni de quoi que ce soit du genre. D'où l'importance des fois de miser sur notre humanité. Et en parlant d'humanité, la dernière étape, ça serait de me demander est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que j'ai transposé un de mes propres billets dans ma prémisse? En tout cas, ma prémisse, elle tend à hiérarchiser les cauchemars en prenant pour acquis que les cauchemars des personnes qui ont vécu un traumatisme sont probablement pires que les cauchemars des personnes qui n'en ont pas vécu. Et là, il faudrait que je vois si je me trompe. En regardant de la littérature, en parlant autour de moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui m'a confirmé que les cauchemars des personnes ayant vécu un traumatisme sont vraiment probablement pires que ceux des personnes qui n'en ont pas vécu. Mais c'est mon fardeau de faire la vérification avant de m'avancer davantage. Et si j'en venais à réaliser que ma prémisse était erronée, par exemple, si une personne aux prises avec des cauchemars liés à son traumatisme me dit directement que les cauchemars ont des bénéfices que j'avais pas envisagés et que le désir de les éliminer n'est pas systématiquement présent. Alors là, je vais devoir nuancer ma réponse finale. Par exemple, au lieu de dire les personnes qui ont vécu un traumatisme et qui font des cauchemars, je pourrais dire les personnes dont les cauchemars réactivent un traumatisme au point d'avoir des conséquences néfastes dans leur vie de tous les jours. Ou bien je pourrais dire les personnes qui ont vécu un traumatisme qui cherchent activement un traitement efficace contre leur cauchemar. Comme ça, il n'y a pas de doute sur la nature souffrante des cauchemars, puis en plus, j'évite de généraliser. Et après tout ce qu'on vient de faire, on est rendu à répondre de façon préliminaire à la question de base et vous allez voir que ma réponse a changé depuis mon premier essai avec l'utilitarisme. Et en passant, la beauté de la chose, c'est que vous arrivez peut-être à une conclusion différente vous aussi parce que vous avez focusé sur d'autres principes et vous n'êtes pas obligé du tout d'être d'accord avec ma conclusion à laquelle j'arrive. Mais moi, je conclus que les personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme ne devraient pas avoir accès à une telle technologie ou à un tel médicament qui viserait à éliminer les cauchemars chez les personnes qui ont vécu un traumatisme et qui cherchent activement un traitement efficace contre leurs cauchemars. Vous voyez, j'ai déjà rephrasé. Et ça, pour moi, c'est une question d'équité.
Donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne lorsqu'il s'agit de qualité et de quantité de sommeil, et il en va de même lorsqu'il s'agit de la fréquence et de la gravité des cauchemars. Ainsi, rendre un moyen développé pour les personnes qui présentent un trouble accessible à tous et à toutes ne ferait que reproduire le fossé des iniquités existantes. Il y a un risque d'injustement monopoliser l'accès à la technologie ou aux médicaments au détriment de ceux et celles qui en auraient plus urgemment besoin. Des solutions sociales durables comme la prévention des traumatismes et l'accès à des professionnels de la santé, physique et mentale, devraient d'ailleurs être une option concurrentielle par rapport aux technologies et aux médicaments. Puisque les tests qui précèdent la mise en marché s'intéressent spécifiquement à l'expérience de populations qui présentent un trouble donné, on en sait trop peu sur les effets indésirables possibles sur une population qui ne présente pas le même trouble. Et devant ce manque d'informations, on peut présumer que les risques pourraient dépasser les bénéfices escomptés. Et voilà. Alors, on a au moins un semblant de première réponse préliminaire qui se dessine avec ça, qui nommait des principes, des valeurs et des parties prenantes. Et on peut faire le même exercice avec les rêves immoraux ou tabous, ou bien avec l'interprétation des rêves des autres. Donc, ce domaine foisonne de questions qui ne demandent qu'à être explorées. Et j'espère que ça va vous aider dans vos propres débats. Puis là, je vous inviterai à ce stade-ci à me partager vos questions et vos commentaires. Et je vous remercie chaleureusement pour votre participation et votre écoute. À bientôt!